Le chef de file de l'opposition politique présente son rapport au président de l'Assemblée nationale. Le rapport d'une année d'activité, de prise de position, de critique et de contribution au dialogue démocratique. Des recommandations sont faites pour consolider les acquis de l'institution. Maître Benoît Stanislas Sankara en a échangé avec le chef du gouvernement. Le 3e forum panafricain des jeunes leaders des Nations Unies se tient à Ouagadougou depuis ce matin. Le forum de Ouagadougou se propose d'identifier les actions que les jeunes leaders devront mener pour accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Dialogue de corps, danse pour sa 10e édition. Marguerite Douagneau nous mènera à la rencontre d'une pionnière de la danse contemporaine, la franco-sénégalaise Germine Akogny, qui met en scène une réponse aux propos dégradants tenus sur l'Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA félicite le président Blaise Compaoré pour son leadership dans la lutte contre le VIH-SIDA. À Kossiam, où il était reçu cet après-midi, Michel Sidibé a fait cas de nouvelles dispositions prises pour une lutte collective contre la pandémie du VIH-SIDA. Des dispositions basées sur la production de médicaments à grande échelle au niveau du continent africain pour minimiser les coûts des ARV, toujours coûteux pour les malades. Les propos du directeur exécutif de l'ONU-SIDA sont recueillis par Nyarkiteda. Le président a été un leader, un modèle pour nous dans cette région. Le Burkina a fait des progrès vraiment qui sont significatifs. Il y a une réduction de la prévalence de 6% à 1%. Il y a la gratuité qui démontre que l'accès aux médicaments est possible aujourd'hui. On a eu une augmentation vraiment sur les 2 dernières années de 19% pour les personnes qui avaient besoin du traitement. Donc tout cela montre que lorsque le leadership est présent, eh bien, les changements sont possibles. Mais en plus de cela, on s'est entretenu sur les questions de la sous-région et les questions bien sûr au niveau continental. Comment faire en sorte qu'on puisse réduire la dépendance à l'aide extérieure? Comment on pourrait faire en sorte que l'Afrique produise son médicaments? Ce sont des questions qui sont pour nous très importantes. Le Burkina est un pays qui vient de montrer qu'ils vont augmenter progressivement leur budget. Ils sont passés de 15% à 25% et il faut que cette dépendance elle soit réduite. Et quant aux médicaments, on a aussi un problème majeur parce que la plupart de nos malades actuellement sont sous des traitements de première génération qui sont des bons médicaments mais qui peuvent créer des résistances. Il faut passer à des médicaments des molécules qui sont des nouvelles molécules qui peuvent certainement qui sont moins toxiques mais qui coûtent beaucoup plus cher. Donc il faut réformer le marché du médicament, il faut faire en sorte que l'Afrique produise son médicament, il faut faire en sorte qu'il y ait une plus grande régulation en termes de gestion du médicament. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA participe au 3e forum panafricain des jeunes leaders des Nations Unies qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. 200 jeunes africains vont échanger sur la contribution des jeunes sur le cadre conceptuel de l'agenda post-2015 des OMD. Les résultats de ce forum panafricain seront versés comme contribution aux réflexions du groupe d'experts mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, Adama Coulibaly. Après Dakar au Sénégal en 2004 et Ifrane au Maroc en 2005, c'est Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, qui accueille cette année le 3e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. L'objectif de ce forum est de créer une plateforme pour faciliter la participation des jeunes des 5 régions africaines au développement de l'agenda des OMD après 2015. D'où son importance signifiée dans le discours du président du Faso livré par le Premier ministre. Pour la présente session de votre réseau, vous avez choisi avec beaucoup de pertinence de vous concerter autour du thème « Contribution et réflexion des jeunes sur le cadre conceptuel de l'agenda post-2015 ». Ce faisant, vous rappelez
avec justesse que l'horizon 2015 retenu pour l'atteinte des OMG, c'est déjà demain. Vous rappelez aussi avec force que parmi les défis présents qui demeurent se trouve la pandémie du VIH-Sida qui, plus qu'une question de santé publique, est un problème de développement. L'atteinte des OMD passe par l'implication d'une jeunesse éduquée, formée, à même de relever les différents défis du continent. Et c'est là, comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain, avec surtout une jeunesse en bonne santé, ce que traduit ce forum avec en toile de fond les 3 0 de l'ONU-SIDA, 0 infection, 0 stigmatisation et 0 décès dû au VIH-Sida. On veut mettre les jeunes au centre des préoccupations, on ne veut plus les considérer comme des bénéficiaires passifs de notre action, on veut qu'ils deviennent des acteurs et pour cela il faut créer des espaces nouveaux, des espaces de dialogue et c'est pour ça que je disais qu'on allait lancer une commission mondiale à partir d'ici et cette commission mondiale aura une sous-commission jeunesse qui va réfléchir sur l'action à mener en tout cas pour aller vers la fin de l'épidémie sur le continent. Plusieurs institutions et personnalités accompagnent le réseau ouest africain des jeunes leaders des Nations Unies Rojalnu dans la recherche de solutions innovantes pour le progrès économique et social de l'Afrique. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est vraiment de s'affirmer et de participer grandement à ce forum qui est organisé, qui est le leur. Et il ne faudrait pas qu'ils attendent que cette réflexion soit mûrie par les gouvernants. Non, c'est à eux d'abord. Pour moi, ce sont les tout premiers concernés et c'est à eux de sortir, de dire au gouvernement qu'est-ce qu'ils pensent pour l'avenir, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui peut être bien pour la jeunesse. Plus de 200 jeunes venus de toutes les parties du continent prennent part à cette rencontre. Nous ne voulons plus qu'à des rencontres de haut niveau, qu'on dise que les jeunes ont pu faire ça, les jeunes n'ont pas pu faire ça. Nous voudrons qu'à des rencontres de haut niveau, que les jeunes puissent être là et dire que nous jeunes, on a pu faire ça. Nous jeunes, on n'a pas pu faire ça, on aurait dû faire ça. Nous voulons être impliqués dans les instances de prise de décision. Nous voulons parler au nom de nous-mêmes. Nous ne voulons pas que les adultes le fassent à notre place. The opening was amazing. Les sommets, c'est carrément un cadre qui va permettre à ce que les questions des jeunesses face à certains défis qui rencontrent les continents soient discutées. Pas seulement les questions sur le VIH-Sida, mais il y a les questions de l'emploi et en fait carrément les questions de développement. Et surtout, ça démontre vraiment que l'Afrique est unie parce que c'est un sommet qui réunit un bon nombre de jeunes venus de beaucoup de pays du continent et de la diaspora. Sur les 10 dernières années, 48 États africains avaient une croissance annuelle du produit intérieur brut de l'ordre de 5 à 7%. De 50 000, le nombre de personnes sous ARV est passé à plus de 6 millions, selon le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, ce qui traduit une dynamique de développement du continent. Dynamique que la jeunesse devrait renforcer en s'engageant davantage à travers la prise de conscience de sa capacité de changement. Un nouveau concept est en phase de vulgarisation dans des actions de lutte contre le VIH-Sida. Le concept santé positive, dignité et prévention, il intègre une préoccupation, celle de mieux répondre aux besoins de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les bailleurs de fonds sont invités à soutenir la mise en œuvre de cette nouvelle initiative. Le reportage de Wendata Nathalie Kaori. Lors d'une consultation internationale tenue en Tunisie en 2009, les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida ont adopté une nouvelle approche dans la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Dénommée santé positive, dignité et prévention, cette approche est centrée sur la santé et les droits humains des PVVIH. Les membres des structures de lutte contre le sida au plan national se sont retrouvés pour une concertation afin d'amener les décideurs politiques et les bailleurs de fonds à intégrer cette nouvelle approche dans leurs projets et programmes de soutien aux acteurs de lutte contre la maladie. Quand on part en 96-97, le taux de transmission mère-enfant était de 35%. Aujourd'hui, nous sommes à 6%. Ces 35% d'enfants qui sont nés séropositifs sont où? Ils sont là. Le nombre de perdus de vue, ça veut dire les personnes qui viennent se traiter et qu'on ne revoit plus dans les formations sanitaires, a augmenté. Ils sont partis. Il faut les rechercher. Qui est à mesure de les rechercher? Ce n'est pas l'agent de santé qui est dans sa formation sanitaire qui va se déplacer pour aller les rechercher. C'est la communauté et les personnes infectées qui se connaissent entre eux.
Donc nous pensons que le dispositif de santé positive, dignité et prévention, s'il est mis en œuvre et que les bailleurs comprennent la nécessité de le financer, ils vont permettre vraiment de réduire quand même nos difficultés. Au cours des travaux, les participants ont suivi des communications afin d'harmoniser leur compréhension sur le concept de santé positive, dignité et prévention. Si ce concept est pris en compte par les partenaires techniques et financiers, il permettra d'atteindre des résultats qui répondent davantage aux besoins des PVVIH. 2 accords de prêt et 2 accords de dons adoptés par la représentation nationale, 4 projets de loi qui représentent un engagement financier de 76 milliards de francs CFA. Les secteurs de la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la réalisation de périmètres irrigués, d'infrastructures routières et d'assainissement sont la destination de ces fonds. Des précisions avec Sylvain Vebamba. La 3e subvention du financement additionnel du secteur de l'éducation de base, qui s'élève à environ 17,5 milliards de francs CFA, est le fruit d'un accord de dons conclu entre le Burkina et l'Association internationale de développement IDA. C'est des ressources additionnelles qu'on donne aux pays qui font vraiment beaucoup d'efforts dans le financement de leur éducation, mais il se trouve que lorsqu'il y a des déficits, eux, ils viennent en complément de ces déficits. Aujourd'hui, c'est en fait la 3e tranche et dernière tranche qui est de 17,5 milliards et qui devrait servir aussi bien à développer un certain nombre d'actions au niveau du secteur, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs. Un second accord de dons conclu avec la même institution d'un montant de 45 milliards de nos francs permettra à notre pays de faire face aux multiples difficultés inhérentes à la crise économique globale, à la crise alimentaire et à l'afflux de réfugiés maliens. Lorsque nous préparions la loi de finances, l'Assemblée nationale nous avait autorisé à recourir à des financements extérieurs pour couvrir le besoin de financement du budget. Et bien sûr, avec la situation alimentaire que nous connaissions, et également l'afflux des réfugiés liés à la crise malienne, la Banque mondiale, qui avait envisagé seulement 35 milliards de francs CFA, a accru son financement pour nous permettre de faire face en fait à cette nouvelle situation. S'agissant des accords de prêt, le premier porte sur un montant de 9 milliards de francs CFA et est destiné à l'aménagement de périmètres irrigués autour des barrages d'Andekanda, de Pensa et de Liptougou. Quant au second prêt de 5 milliards, il sert à couvrir partiellement la réalisation de réseaux d'assainissement de la ville de Ouagadougou et de reconstruction d'infrastructures routières. C'est à l'unanimité des 68 votants que les 4 dossiers ont été adoptés. À l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de bitumage des voies parallèles à l'avenue Babangida, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées sur le terrain à 500 mètres du salon d'été de la Sorbetière des 1200 logements à Ouagadougou le vendredi 21 décembre 2012 à partir de 8h30, heure limite d'arrivée fixée à 9h30. C'est un communiqué de la direction générale du protocole d'État. Le chef de file de l'opposition politique rend compte de sa gestion au président de l'Assemblée nationale dans une 60aine de pages. Maître Benouendé Stanislas Sankara présente l'ensemble des activités menées par l'institution qui dirige. Ce rapport est le dernier du mandat du président de l'UNIPS. Aussi a-t-il témoigné sa reconnaissance à Roch-Marc Christian Kaboré pour le soutien dont il a bénéficié 3 années durant dans l'exercice de cette mission pionnière. Il en parle au micro de Anna Lucie Kéré. Vous savez bien qu'après les élections du 2 décembre 2012, la 5e législature devrait en principe s'installer, ce qui induit en même temps que nous sommes en fin de mandat. Donc nous avons jugé utile de venir faire à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, notre rapport, parce que la loi, effectivement, prescrit que c'est à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que le chef de file de l'opposition rencontre. Et d'autre part, lui réitérer tous nos remerciements et lui exprimer notre profonde gratitude pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet
effectivement l'implication personnelle, sa hauteur de vue dans le cadre du dialogue politique nous a permis de remplir notre mission. On peut retenir que le chef de file de l'opposition politique est une institution qui contribue à l'ancrage de la démocratie et que les acteurs politiques devraient plutôt dans la complémentarité et dans le dialogue travailler dans le sens du développement, du progrès économique et social de ce pays. Les acteurs politiques ne doivent pas se regarder en chien de faïence. Le bilan il a été très positif en ce sens que le statut de l'opposition politique au Burkina Faso nous a permis aujourd'hui, avec ces élections qui viennent de se terminer, de savoir qu'effectivement il y a une dynamique. Et cette dynamique est à inscrire dans la promotion des valeurs de la démocratie telles que prônées par la déclaration de Bamako. Maître Benouendé Sankara a également été reçu chez le Premier ministre pour parler du contenu du rapport du chef de file de l'opposition remis hier au président de l'Assemblée nationale, Luc Adolphe Diao, qui recevait également le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, qui lui a fait cas des projets de l'Organisation mondiale du commerce pour le Burkina. Ramatou Zida et Moumouni Soubaïga ont signé ce reportage. Après avoir passé 3 ans à la tête de l'opposition burkinabé, Maître Benouendé Sankara vient faire le point de la vie de l'institution au Premier ministre. Et avant de passer le témoin à son successeur, le chef de file de l'opposition politique dit être satisfait de sa mission. Aujourd'hui, nous avons la conviction qu'en s'appuyant sur le dialogue politique tel que prôné par la déclaration de Bamako, c'est une institution qui a impacté la vie sociale, politique de ce pays. Donc il faut compter désormais avec cette institution qui est, j'allais dire, l'épine dorsale de l'alternance, du changement, c'est-à-dire de la démocratie. La loi a été votée depuis 2000, elle ne pouvait pas s'appliquer, il fallait mettre tout le monde d'accord, mais Dieu merci, c'est un cadre. Et vous avez une opposition diversifiée, plurielle, et je crois que aujourd'hui, en tout cas, avec les élections qui viennent de se passer, où l'opposition politique a montré qu'elle pouvait aller de l'avant, nous tirons des motifs de satisfaction pour minimiser les insuffisances et les obstacles. À la suite du chef de file de l'opposition, Luc Adolphe Diao a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Les échanges ont porté sur la situation économique internationale ainsi que les perspectives des marchés internationaux qui sont un point important pour le Burkina. La visite au Burkina, c'est tout simple, hein, c'est un signal que le Burkina est important pour l'OMC, que l'OMC est importante pour le Burkina et puis que de temps en temps on arrive à faire des choses concrètes, même si l'OMC c'est parfois un peu lointain pour beaucoup de gens. Il y a des choses concrètes qui vont aider le développement de l'économie de ce pays en lui facilitant l'accès à des marchés extérieurs dont il a besoin compte tenu de sa petite taille relative. Le directeur général de l'OMC a également fait cas de la question du coton dont le coût élevé des subventions pénalise les producteurs. Pascal Lamy était très attendu par la communauté d'affaires qui veut bien comprendre des choses sur l'accès du Burkina aux marchés internationaux. Les producteurs de coton ont saisi cette opportunité pour tirer la sonnette d'alarme sur les distorsions qu'induisent les subventions massives des pays du Nord à leurs cotonculteurs pour la production et l'exportation du coton. Abdulaziz Yagibou a suivi ces échanges avec le directeur général de l'OMC, avec les opérateurs économiques du Burkina. Son compte rendu. Tout en saluant les initiatives de l'OMC visant à améliorer leur capacité à commercer avec le reste du monde, les opérateurs économiques du Burkina appellent l'organisation au renforcement de ses actions d'assistance technique. Ceci va leur permettre de participer de façon plus efficiente à une compétition internationale de plus en plus ardue. Le monde des affaires voudrait bénéficier davantage de formation au niveau donc interne, c'est-à-dire d'accès à l'information et faire en sorte que les échanges intra-africains puissent connaître la même évolution que les échanges intra-européens ou intra-asiatiques qui sont donc à des taux de 60%, alors que l'Afrique échange entre ces pays à peine 10%. Les sociétés et producteurs cotonniers ici représentés
de plaider pour que les subventions à la production et à l'exportation du coton se fassent dans le respect strict de l'accord de l'OMC. Nous avons en tout cas une compétition injuste au niveau du commerce. Donc c'est pour cela que nous les avons rappelés, parce que le groupe du C4, à travers son excellent Monsieur le Président du FASO, ont déposé une requête au niveau de l'OMC. On voulait savoir quelle est la situation de cette requête, elle devient quoi, quelle est la position de l'OMC par rapport à cette requête. L'aboutissement de cette bataille passe par des négociations, mais aussi par une pression politique, dira le directeur général de l'OMC, qui promet jouer sa partition. Il faut travailler à faire aboutir une négociation. Ce n'est pas moi qui décide, c'est les membres de l'OMC qui décident des règles du commerce international. Et donc il faut continuer, et ça suppose une mobilisation politique. Ça suppose qu'à chaque occasion, les uns et les autres fassent valoir le fait que ça n'est pas juste de mettre en concurrence sur un marché mondial des cotoculteurs africains qui ont des moyens de production, qui ont des rendements qui sont plus faibles, qui ont des engrais qui sont plus chers, avec des énormes exploitations cotonnières. Le manque d'infrastructures économiques appropriées, les faibles capacités de transformation des entreprises sont entre autres des difficultés pour lesquelles la communauté des affaires du Burkina sollicite un appui. Le Burkina reconnaît en Pascal Lamy un fervent défenseur du système commercial multilatéral pour ses nombreuses actions en faveur du Burkina Faso durant 8 ans à la tête de l'Organisation de régulation du commerce international. Lamy a reçu la médaille d'officier de l'Ordre national. Reportage Boukari Ouedraogo. Présent à Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national. Cela fait presque 8 ans que Pascal Lamy a été élu à la tête de l'OMC et il n'a de cesse œuvré pour le renforcement de la participation des pays les moins avancés aux activités de l'organisation. Depuis que je suis directeur général de l'OMC, j'ai beaucoup travaillé avec ce pays, avec son président, avec ses ministres, avec l'ambassadeur à Genève, Prosper Bokuma, qui se bat bien pour ce pays dans ce grand marigot qu'est l'OMC. Et donc c'est un moment de plaisir et je suis très reconnaissant aux autorités de ce pays, au pays et du coup à sa population de ce geste. Pour le Burkina Faso, par exemple, Pascal Lamy a œuvré entre autres pour le cadre intégré renforcé pour l'assistance technique liée au commerce, la participation du Burkina Faso aux différents programmes de formation et de stage de l'OMC et un autre sujet qui bien a fait des vagues, celui de la défense du dossier coton. Monsieur Pascal Lamy a beaucoup travaillé sur le dossier, sur le cycle de Doha, pour que ces négociations puissent vraiment aboutir. Mais ce n'est pas encore le cas, mais nous espérons qu'il continuera d'appuyer pour que nous puissions connaître des avancées dans ce dossier de coton. Bientôt, à la fin de son mandat à la tête de l'OMC, celui qui a contribué à la régulation de l'échange international pour le bien-être des populations, dit parti du Burkina Faso, tout en sachant qu'il a désormais des amis et que l'envie d'y revenir, certainement, se fera bientôt sentir. Le Royaume du Danemark et la République de Chine signent des chèques à l'ordre du Burkina. Le chèque danois est d'un montant de 33 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné au développement du secteur agricole. Les fonds taïwanais d'une valeur de 25 milliards de francs CFA vont servir à la réalisation de divers projets et programmes de développement. Maïmouna Traoré était présente à la signature des conventions. Le développement du secteur agricole au Burkina Faso préoccupe le Royaume du Danemark. Par cette signature de convention, il donne plus de 33 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. Un don destiné au financement du programme de croissance économique dans le secteur agricole pour la période 2013-2018. C'est vraiment, je pense, le point de départ d'une agriculture désormais qui se veut compétitive, orientée vers la satisfaction des marchés et qui sera très performante, mais également une agriculture de qualité. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole s'exécutera à travers deux composantes. L'appui à l'entrepreneuriat et au secteur privé agricole et l'appui à l'amélioration des conditions cadres du secteur agricole. Nous espérons que le Burkina utilise l'argent dans une manière productive et efficace.
nous sommes d'accord sur la stratégie pour le développement de le secteur rural. La signature de ces accords de subvention constitue la formalisation d'un montant total d'environ 26 milliards de francs CFA accordés au Burkina Faso par la République de Chine pour le financement de divers projets de coopération au Burkina Faso dès janvier 2013. La volonté politique nous amène souvent à définir des politiques adéquates, mais il faut, pour les mettre en œuvre, des ressources financières. Les efforts internes doivent être complétés par des efforts de recherche de financement externe, et nous avons un partenaire en la République de Chine-Taïwan qui est un partenaire constant dans l'appui financier qu'il nous apporte pour la mise en œuvre de nos projets, de nos programmes. Notre pays fait partie d'un partenaire traditionnel du Burkina Faso depuis 1994. Et c'est un grand honneur pour nous de venir participer à la mise en œuvre des différents projets de coopération entre notre pays. La signature de toutes ces conventions de financement témoigne de la vitalité des relations entre le Burkina Faso et ses partenaires, une confiance renouvelée pour une coopération fructueuse. Sous l'égide du Conseil présidentiel pour l'investissement, il a été créé l'Agence pour la promotion des investissements au Burkina Faso. Pour la mise en route de cette agence, l'assistance technique de l'Agence de promotion et d'investissement de l'île Maurice est sollicitée. Elle est invitée à partager son expérience et son savoir-faire sur la stratégie de promotion des investissements pour attirer les investisseurs, la stratégie de communication pour promouvoir l'image du Burkina, le dispositif informatique à mettre en place. Drissa Séré a rencontré les coopérants mauriciens. Et voici son reportage. Le Burkina Faso a bénéficié de l'appui du Board of Investment, BOI, l'agence de promotion des investissements de l'île Maurice, pour la mise en œuvre de l'agence de promotion des investissements du Burkina Faso, APIBF. Cette collaboration s'est traduite par l'accompagnement d'experts mauriciens pour élaborer des outils de promotion des investissements, une stratégie de communication marketing de l'image de marque du Burkina Faso et d'instruments de gestion et de suivi des investissements au profit des APIBF. Les experts du BOI ont échangé avec la presse sur les axes de développement identifiés. La presse est un partenaire stratégique et clé dans toutes les activités que l'agence fait, c'est-à-dire que les informations, comment sensibiliser les gens à mieux comprendre le rôle de l'agence de promotion et d'investissement, quels sont les bénéfices que le pays gagne en mettons une agence de promotion et comment attirer les investissements directs étrangers au pays et comment le pays peut bénéficier aussi des atouts et du savoir-faire des investissements qui se font dans le pays. C'est-à-dire qu'en termes de création d'emplois, en termes des infrastructures qu'on met en place, mais là ce sont vraiment des informations qui sont très importantes à être partagées avec la population. L'agence de promotion des investissements de Burkina Faso a pour mission de promouvoir l'image du Burkina, d'attirer les investisseurs, de veiller sur le climat des affaires, d'identifier les opportunités d'affaires et de contribuer au développement économique du pays. Le Burkina peut s'inspirer de l'exemple du BOI créé en 2001 et qui a permis d'augmenter de manière substantielle les investissements directs étrangers à l'île Maurice. Des années de 2006, 2007, 2008, il y a eu augmentation dans les IDE à Maurice. Et là, je dois dire que même en termes des indicateurs, quand vous regardez les chiffres d'affaires et aussi en termes le pourcentage de l'emploi, du chômage, ça a diminué. Dans un contexte international marqué par un attrait des pays pour les investissements directs étrangers, APIBF, en tant qu'outil de promotion des investissements et de l'image du Burkina, s'emploie à jouer un rôle important dans la promotion des secteurs porteurs. Le ministre Laurence Rodrigo poursuit sa tournée de visite des chantiers du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Ce mardi, il était dans le Sanguier pour apprécier l'état d'exécution du barrage de Doudou. Frédéric Etienne Bassenga. Doudou, village situé à 125 km de Ouagadougou dans le Sanguier. Nous sommes ici sur le site du barrage de ce village en construction. Entre les ronflements des machines, ces femmes suivent attentivement sans vraiment comprendre. Le maître d'ouvrage explique au ministre Laurent Rodrigo en visite sur le chantier comment le barrage est en train d'être réalisé.
Mais elles savent une chose, cette infrastructure qu'on leur a promis viendra mettre fin à leurs souffrances en matière d'eau. C'est justement pour que cette promesse se réalise dans les délais que le ministre de l'Agriculture a fait le déplacement du Doudou. Ma sortie, c'est vraiment de m'assurer que tous les acteurs jouent le jeu et qu'il n'y a pas de difficultés, mais s'il y a des difficultés, comment ensemble les lever. L'idéal étant pour nous que cela finisse à temps et que nous puissions véritablement utiliser l'ouvrage pour l'objectif pour lequel nous l'avons créé, c'est-à-dire à des fins de production. Après donc 2 mois d'exécution de ce barrage, dont la superficie sera de 57 km², le bureau de contrôle de cette infrastructure estime l'entreprise dans les délais. Nous sommes à peu près à 20% d'exécution sur un délai consommé de 2 mois et demi sur 10. Donc globalement, l'avancement c'est bon, ça va. Le ministre de l'Agriculture, Laurent Sédougou, a promis aux populations de Doudou de suivre de près les travaux de sorte à obtenir dans les délais un ouvrage conçu dans les règles de l'art. Face au changement climatique, il faut une nécessaire adaptation de l'agriculture si l'on veut assurer la sécurité alimentaire. L'intégration de bonnes pratiques en la matière fait l'objet d'échanges à l'échelle sous-régionale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires mobilisent les acteurs nationaux pour les impliquer dans la plateforme régionale d'échange entre chercheurs et décideurs sur l'adaptation au changement climatique. Hervé Beramgoto et Sylvestre Dar. La concertation et la solidarité pour trouver des solutions meilleures aux problèmes liés au changement climatique, c'est l'esprit qui sous-tend cette rencontre organisée sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le temps de 2 jours, ces acteurs nationaux et internationaux, des chercheurs et des décideurs vont échanger sur les bonnes pratiques d'adaptation de l'agriculture face aux enjeux des changements climatiques. Cette rencontre fait suite à une première rencontre qui a eu lieu au Sénégal et qui a permis aux représentants nationaux des pays comme le Niger, le Mali, le Sénégal et le Ghana de mettre en place une plateforme sur les changements climatiques. Et cette plateforme est à point nommé dans la mesure où les changements climatiques sont un phénomène qui prend de l'ampleur et nous pensons donc que la mise en place de cette plateforme permettra un réseautage des différents acteurs et permettra aussi de faire prendre en compte les changements climatiques dans nos politiques agricoles et de sécurité alimentaire. Les travaux devraient déboucher sur une feuille de route contenant des bonnes pratiques à valoriser partout dans la sous-région ouest africaine. L'objectif global étant de garantir la sécurité alimentaire face aux effets des changements climatiques. Retour sur le voyage de Luc Adolphe Diao au Rwanda. À Kigali, le Premier ministre a eu une séance de travail avec son homologue rwandais. Les 2 chefs de gouvernement ont convenu de renforcer la coopération entre leurs pays respectifs. Reportage Arsène Évariste Kaboré. Le Premier ministre rwandais, avant de décliner la politique de son pays, a dans un premier temps présenté le Rwanda. C'est un pays de 26 300 km² avec 11 500 000 habitants. Le Rwanda fait de nos jours 8,6% de et le taux de pauvreté qui était de 78% juste après le génocide en 1995 a été réduit à 45% en 2012. Comment le Rwanda est-il parvenu à ce résultat? Le Premier ministre Pierre Damien explique à son homologue burkinabé que cela est dû à la mise en place d'une politique cohérente. Il y a eu entre autres la politique d'une famille, une vache, ce qui fait que de nos jours, le Rwanda cherche des débouchés pour exporter son surplus de lait. La création d'une mutuelle de santé avec la prise en charge de la frange la plus pauvre de la population, soit 25% par l'État. L'éducation obligatoire jusqu'au niveau universitaire, l'instauration de contrats de performance à tous les niveaux de l'administration et la réduction des véhicules de l'État par une politique de contribution d'achat par l'État de 50% pour tous ceux qui ont droit aux véhicules de service. Après avoir posé des questions sur certains aspects, la partie burkinabé s'est dit intéressée par la politique de la mutuelle de santé, l'éthique et la réduction des véhicules de l'État. Pierre Damien s'est dit intéressé de son côté par les échanges au niveau de la formation et surtout la formation des médecins et des ingénieurs des mines rwandais au Burkina Faso.
Luc Adolphe Thiaw a visité également le musée du génocide, des images qui choquent tout visiteur et qui interpellent les consciences. Reportage toujours signé Hassan Évariste Kabore. En 1994 au Rwanda, Hutu et Tutsi entraient dans une guerre fratricide qui allait se terminer par des milliers de morts. 18 ans après, les restes de certains cadavres et les quelques souvenirs qui ont été rassemblés dans le mémorial de Kigali donnent toujours la chair de poule. L'on ne peut s'empêcher de se poser la question de savoir comment un peuple qui parle la même langue, le Kinyarwanda, divisé en éleveurs et agriculteurs, ait pu en arriver là. Ces victimes, plus d'1 million au Rwanda, c'est vraiment effrayant. Et lorsque nous voyons tout ça, les mots nous manquent pour exprimer nos sentiments. Nous faisons tout pour retenir nos larmes lorsqu'on pense à toutes ces personnes, à tous ces enfants qui ont été injustement massacrés, tout simplement parce qu'on les a identifiés à une ethnie. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir érigé ces mémorials pour que la mémoire reste éternelle. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que plus jamais ce genre d'actes barbares, le génocide, c'est quelque chose d'inacceptable, mais c'est quelque chose qui frappe toujours malheureusement à la porte dans nos pays africains. Et je pense que le Rwanda donne là une indication, une voie pour faire en telle sorte que plus jamais cela n'arrive nulle part. Poursuivant sa visite à Mutobo, Luc Adolphe Thiaw a pu rencontrer dans un centre de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants repentis qui sont de retour des forêts et en éducation pour réintégrer la société rwandaise. Un ex-capitaine des FDLR raconte son aventure. On avait pris le problème de régionalisme, la bonne gouvernance, la justice. Donc, ayant pris tout ça, nous nous sommes des soldats détachés de nos chefs, malgré qu'ils nous intimidaient. Nous avons cherché le troisième moyen pour gagner le prochain parti. Pour arriver là où nous sommes, nous devons faire des parcours pour nous séparer de nos chefs. Des fois, quand il y a tentative d'évasion, on risque de détruire. Le Premier ministre a salué l'élévation de conscience de ceux-là qui ont fait le retour vers le pays. Il les a aussi encouragés à travailler pour le développement de leur cher Rwanda. Au Burkina, un lieu invite au recueillement, particulièrement en ce mois de décembre, le lieu où s'est produit le drame de Sapui. Le Centre national de presse Norbert Zongo et ses partenaires ont matérialisé sur les lieux une plaque empreinte de l'effigie du journaliste Norbert Zongo, dont la cause s'est tragiquement arrêtée là, un certain 13 décembre 1998, Abdul Rasmane Zongo. Sapui dans le Ziro à une centaine de kilomètres de Ouagadougou a été ce matin le point de convergence des hommes des médias et bien d'autres invités. En collaboration avec ses partenaires, l'initiative du Centre national de presse Norbert Zongo vise à immortaliser l'endroit du drame de 1998. Sur le lieu, une plaque en attendant d'être remplacée par une stèle a été érigée en mémoire du journaliste Norbert Zongo. Pleine d'émotion, la cérémonie de la découverte de la plaque a été ponctuée de prières, de chants d'artistes slameurs, de discours et de témoignages. Ici, il s'est agi particulièrement de marquer l'emplacement où Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune ont été assassinés. Donc pour nous, il s'agissait de matérialiser cet endroit afin que ceux qui ne le savent pas puissent savoir. Cet hommage du 20 décembre est une des ultimes activités commémoratives du 14e anniversaire du drame qui a coûté la vie à Norbert Zongo et 3 de ses compagnons. C'était le 13 décembre 1998. L'intégration africaine célébrée à Ouagadougou à travers la 12e journée des communautés, les communautés qui sont appelées à être des acteurs fondamentaux de l'intégration en Afrique, c'est du reste ce que prône la vision 2020 de la CEDEAO et de l'UEMOA, Amadou Ardo Diko.
Cette 12e journée des communautés marque une rupture structurelle sur la vision politique, mais reste cohérente dans la perspective d'une intégration réussie des États et des peuples en Afrique. Car il s'agit désormais d'inverser la tendance stratégique qui consiste à abandonner les concepts de l'intégration confinés aux seules institutions et de faire des communautés les leviers de l'intégration. C'est cela l'esprit de la vision 2020 de l'intégration. La vision 2020 de la CEDEAO et de l'UEMOA va certainement, nous l'espérons en tout cas, consacrer une réelle appropriation des peuples de cette intégration. Nous passerons donc de l'intégration des États, l'intégration formelle des États, à l'intégration des peuples. En tous les cas, le Burkina Faso y travaille. C'est la raison pour laquelle le président du Faso a dédié toute sa diplomatie à l'effort de règlement des conflits qui surviennent dans les pays de notre espace communautaire, afin que dans la paix, la sérénité retrouvée, nous puissions véritablement nous consacrer aux tâches essentielles de développement et d'intégration. Il est question désormais de faire des peuples les premiers acteurs de l'intégration. Les journées des communautés organisées de concert avec la coordination et l'État burkinabé nous donnent un réel aperçu sur l'engagement réel du gouvernement burkinabé à terminer le chantier de l'intégration. Nous constatons que le gouvernement met tout en place, met tous les moyens en place afin que les communautés non burkinabées qui y vivent se sentent à l'aise comme chez elles. L'Afrique stable et prospère de demain se fera grâce à une vision politique commune et par l'intégration des peuples. La nuit des champions, c'est pour ce vendredi 21 décembre, suivi par la Super Coupe qui va se jouer le dimanche 23. 2 événements sportifs qui vont marquer les 20 ans de l'Association des journalistes sportifs du Burkina que nous réserve l'AGSP pour ce 20e anniversaire. Alexis Konkobo répond à cette question de Jérôme Tiendrebego. Cette année, nous avons décidé de faire en sorte que ces 20 années d'existence soient fêtées avec beaucoup de faste, dans la mesure où nous pensons que pendant 20 ans, la GSP a apporté une contribution majeure à la promotion du sport dans notre pays. Dès vendredi, il y aura donc la grande nuit des champions qui sera retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale du Burkina, dans le jardin de la télévision, où nous allons récompenser 22 meilleurs sportifs et 6 personnalités qui ont été désignées pour leur rapport à la promotion du sport national. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'au-delà de notre travail quotidien de journaliste sportif, nous pouvons également apporter notre contribution à la promotion du sport dans notre pays. La deuxième manifestation, c'est le dimanche au stade municipal à 15h30. Le champion national, l'Asfa Yenega, sera face au détenteur de la Coupe du Faso, le RCK. Et une affiche intéressante à mon avis, dans la mesure où ce sont les 2 meilleurs clubs de la saison. Si vous avez suivi un peu le championnat national, la Coupe du Faso, vous vous rendez compte que ces 2 clubs-là ont vraiment tranché au niveau de leur prestation d'ensemble. Et à l'issue de cette rencontre, nous allons désigner le meilleur des meilleurs au cours de la saison dans notre pays en matière de football. Les sportifs attendent avec beaucoup d'intérêt l'organisation de ces 2 manifestations-là. C'est le lieu pour moi de saluer les aînés qui ont eu, en tout cas, cette idée lumineuse de créer la GSP. La GSP aujourd'hui, je le dis, est une fierté de l'ensemble de la presse sportive nationale. C'est le lieu également pour moi de remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance depuis 20 ans et qui nous ont accompagnés pour que nous arrivions à réussir ce que nous avons réussi jusque-là. Avant de nous séparer, un coup de projecteur sur Dialogue de corps. Sur scène, une pionnière de danse chorégraphique, la franco-sénégalaise d'origine béninoise Germine Akogny propose une réponse aux propos dégradants tenus sur l'Afrique. Cette dame, cela donne Sangouk Makar, affronter l'espoir à langue wolof. La doyenne donne tout simplement une belle leçon d'humilité à la jeune génération de danseurs africains. Marguerite Douagneau. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas rentré assez tôt dans l'histoire. Sur la scène du Centre de développement chorégraphique La Termitière de Ouagadougou, l'une des légendes de la danse contemporaine africaine. Germaine Akogny, majestueuse telle la Grande Royale,
elle sublime la danse. Le temps semble avoir glissé sur elle. À 68 ans, cette icône de l'art chorégraphique en Afrique est toujours aussi à l'aise avec son corps et cela se voit. Ce spectacle qu'elle a créé il y a 2 ans est une réponse aux propos désobligeants que l'on tient à tort et à travers sur l'Afrique, mais sur le ton de la parenté à plaisanterie. Je me suis beaucoup inspirée des médias, de ce qui se passe en Afrique. Et surtout, c'est quand le président Sarkozy est venu au Sénégal et a prononcé un discours. Et je crois que si j'étais dans la salle, je me serais levée et je serais partie. Ça c'est une colère, mais une colère qui s'est transformée en... J'ai voulu ne pas être la mère courage pour parler de l'Afrique, mais de parler comme les cousinages à plaisanterie, comme Yann ici et tout. Donc sur le ton de la plaisanterie, j'arrive à dire des choses très profondes sans que l'autre ne se fâche, mais l'accepte et réfléchir sur soi. La franco-sénégalaise d'origine béninoise ce soir donne une belle leçon d'humilité aux jeunes artistes. Alors, je suis très impressionné par cette maîtrise qu'elle a, et pendant le spectacle ça m'a fait penser, j'ai fait une sorte de parallèle avec cette maîtrise qu'a par exemple Picasso pour dessiner une colombe. C'est d'une grande simplicité, d'une économie du geste, du dessin. J'ai retrouvé la même chose chez Germaine Acogny. Ça fait longtemps que j'entends parler d'elle. C'est ma première fois de la voir et puis de la voir sur scène. Vraiment, je suis très émue. En la regardant, je vois tout sur elle. Quelle qu'en soit la parole, ses gestes, son corps. Les spectateurs ont communié avec l'artiste qui invite à la danse de l'espoir. L'émotion est palpable dans la salle, le public est conquis. Le spectacle qui a précédé celui de Germaine Acogny est également de fort belle facture. Le duo Perrine Kanzaï a tenu le haut du pavé. Les prochains rendez-vous de dialogue de corps, c'est toujours des créations ce soir et demain au CDC, mais aussi une table ronde qui donnera la parole à d'éminents hommes de culture burkinabé pour parler de la danse contemporaine en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.